Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le point de lecture de tous mes romans lus durant le courant du mois de juin. Il y a 6 romans je crois, ça va aller assez vite parce qu'il y a une relecture et puis une duologie que j'ai lue en totalité. Donc voilà, je pense que ce point de lecture ne va pas être très long. Premier roman dont je veux vous parler, c'est un roman que vous avez vu cette année sur la chaîne, c'est pour ça que je ne vais pas trop en parler. J'ai donc relu en lecture commune avec Dorian, alias Monsieur Cabric, le tome 1 de la trilogie de Licanus, L'ombre du savoir perdu, et c'est publié chez Léa Éditions. C'est un roman de fantasy adulte. Au début de l'histoire, on va être 20 ans après que des augures, des hommes dotés de pouvoir et qui se sont élevés quasiment au niveau de Dieu, ont été abattus par les hommes, destitués par les hommes. Au début de cette histoire, on va rencontrer Davian, un jeune garçon qui est dans une école qui est chargée d'élever, d'éduquer, d'identifier également et bien de mettre au pas, on va dire, les jeunes enfants qui sont détectés comme ayant eux-mêmes des pouvoirs afin d'éviter d'avoir des nouveaux augures qui apparaissent. Il y a un certain nombre de règles que ces enfants doivent respecter une fois devenus adultes. Ils doivent être identifiés, ils doivent travailler pour l'ensemble de la société, etc. C'est de la fantaisie adulte. C'est un roman, quand je l'avais lu la première fois, peut-être que vous vous en souvenez, j'avais dit que c'était un roman assez exigeant, avec un world building très important, de la magie, pas mal de personnages, et que ça aurait nécessité une relecture pour moi avant de pouvoir démarrer le tome 2 sereinement. C'est donc ce que j'ai fait, puisque Dorian avait envie de lire ce tome 1 avant le tome 2. Le tome 2 vient de sortir, là. Nous, on a lu le tome 1, on a prévu de se lire le tome 2, je crois que c'est vers octobre, quelque chose comme ça. Cette relecture n'était pas du luxe vraiment parce que au fur et à mesure de ma lecture, j'avais un certain nombre de choses qui se mettaient en place dans mon esprit, en tout cas qui se remettaient en place. J'avais forcément pas mal de souvenirs, j'avais également oublié pas mal de choses, et puis il y avait des choses qui n'étaient pas forcément très claires dans mon esprit. Et cette relecture m'a vraiment permis de bien plus poser les choses dans ma tête, ça me paraît maintenant beaucoup plus clair. Et je me sens beaucoup plus armée pour pouvoir lire ce tome 2 d'ici 1 ou 2 mois. Si vous ne l'avez pas encore lu, moi je vous le recommande. Par contre, attention, on est vraiment sur de la fantaisie adulte avec une grosse construction d'univers. Alors, un petit peu exigeante, mais si vous êtes lecteur de fantasy, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous êtes débutant en fantasy, je ne peux pas vous recommander ce titre. Vous allez être complètement paumé, vraiment. En plus, il y a, je trouve, une grosse inspiration, la roue du temps, dans l'ambiance générale, dans le rythme aussi un petit peu de l'histoire. La fin, elle est explosive, elle est vraiment top. Ça promet vraiment beaucoup pour le tome 2. Donc voilà, je suis armée, je suis prête, tout est bien en place dans ma tête. Voilà, il n'y a plus qu'à acheter le tome 2 et puis me le lire. J'ai beaucoup aimé et voilà, je vous recommande vraiment cette série ainsi que les autres titres de chez Léa. Mais voilà, pas forcément pour les débutants en fantasy. Après la fantasy, on va partir en science-fiction. J'ai lu l'intégrale des Abîmes d'Outre-mer de Daniel Martinigol, c'est publié chez Naos. C'est ActuSF qui me l'avait envoyé et je les en remercie. C'est ici donc une intégrale de trilogie. On va faire la rencontre de Sandiane Ravna, une jeune adolescente, voilà. Elle parcourt l'ensemble des différentes galaxies, puisqu'à cette période-là de notre futur, on voyage dans l'espace assez facilement. Elle parcourt donc l'ensemble des différentes planètes avec son père, qui est un très grand journaliste, très reconnu. Elle aussi, elle a pour ambition de devenir journaliste, un petit peu comme son père... sans beaucoup de moralité, en tout cas au début de l'histoire, hein, le scoop à tout prix, comme on dit, et elle va décider de partir sur la planète Outre-mer. Sur cette planète, il existe des vaisseaux spatiaux qui sont utilisés et qui voyagent à travers la galaxie, sauf qu'il y a des mystères qui tournent autour de ces vaisseaux spatiaux. Quand on veut aller voir comment se passe, comment sont préparés ces vaisseaux sur la planète Outre-mer, il y a une espèce d'omerta, vous ne pouvez pas y aller tout seul, vous êtes obligé de passer par les forces de police, c'est extrêmement surveillé, extrêmement contrôlé. Et Sandiane, elle veut absolument découvrir quel est le mystère qui se cache autour de ces vaisseaux. Spatiaux et eh bien voilà, elle va se mettre en quête, elle va aller sur Outre-mer et elle va essayer d'avoir son fameux scoop. Donc ce que j'ai beaucoup aimé dans cette intégrale, alors déjà au niveau de l'écriture c'est plutôt orienté jeunesse, hein, je dirais tout à fait accessible à partir de 13 ans pour des jeunes lecteurs, des bons lecteurs. Le vocabulaire n'est pas très compliqué, même pas compliqué du tout.
C'est fluide, c'est bien écrit tout au long des 3 tomes. Donc on a 3 histoires indépendantes. Dans le premier tome, on suit Sandiane. Dans le tome 2, on va suivre un autre personnage une quinzaine d'années après le tome 1. Et dans le tome 3, à nouveau un autre personnage, à nouveau une quinzaine d'années après les événements du tome 2. Donc on est vraiment sur une espèce de saga familiale comme ça, où au fur et à mesure des tomes, on va revoir les personnages des tomes précédents. On va évoquer des événements qui se sont passés dans les tomes précédents. C'était vraiment sympa cette ambiance de saga familiale. Tout au long des 3 tomes, on suit vraiment plusieurs familles comme ça sur plusieurs générations. C'était vraiment très sympa. Forcément, c'est plutôt jeunesse, donc il se passe beaucoup de choses à chaque fois, je trouve. Mais bon, c'est pas péjoratif de dire ça, il y a quelques facilités, il y a quelques événements qui sont un peu rapides ou qui se solutionnent un petit peu facilement, mais bon, j'allais dire c'est le jeu, c'est normal. On a beaucoup aussi de belles valeurs, la confiance, l'écoute, la communication, qui sont mises en avant peut-être des fois un petit peu avec des gros sabots, mais à nouveau c'est plutôt orienté jeunesse, donc c'est pas très étonnant non plus. Voilà, de belles réflexions sur l'humanité, également sur l'indépendance de la presse, sur les droits des journalistes, sur justement le scoop à tout prix, sur l'information, sur comment on la diffuse, sur les manipulations de masse aussi. C'est à aborder un endroit précis, je crois que c'est plutôt dans le tome 3. Voilà, moi j'ai passé un super moment, c'était très cool. Je peux facilement le recommander à des jeunes lecteurs, plutôt habitués quand même, hein, ça reste une petite briquette. Mais voilà, sachant qu'à l'origine c'était paru en 3 tomes séparés, peut-être que dans certaines bibliothèques ça existe sous ce format-là. C'est vraiment très sympa à lire, très agréable. Et voilà, je pense que si j'ai l'occasion de lire d'autres titres de l'autrice, je le ferai avec grand plaisir parce que j'ai passé un très bon moment. Voilà. Je pense que le mois de juin, pour moi, c'était un mois un peu compliqué et j'avais besoin de lectures pas forcément prise de tête. J'avais aussi besoin de lectures qui me font du bien et je pense que Les Amis de notre mère, pour le coup, ça a bien fait le job. Ensuite, j'ai lu et j'ai beaucoup aimé Les 3 cartes, le tome 2 de La Tour sombre de Stephen King, publié chez J'ai lu. Ici, je l'ai lu, bien évidemment, avec le groupe Un King par mois ensemble. Armance, Dorian et Céline, notre live et mon débrief de ce tome, il est accessible sur le groupe Facebook. Alors ici, on va continuer de suivre Roland de Gilead. Au début du tome 1, on le retrouve isolé et même en danger sur une plage, menacé par des créatures qui sont un petit peu des espèces de gros crabes, je crois, quelque chose comme ça. Alors, je vais pas trop vous en dire plus. Alors, l'objectif de ce tome 2, c'est de réunir les 3 cartes. Voilà. Je pense que je vais pas vous en dire plus. Le tome 1, quand j'ai démarré ce tome 2, j'étais un petit peu craintive parce que le tome 1 m'avait laissé un souvenir un peu mitigé. Vraiment mitigé. Un tome 1 constitué principalement de nouvelles avec beaucoup de choses qui me paraissaient très obscures, pas claires, pas toujours cohérentes en fait, je sais pas, c'est un peu paumé. Quand le tome 2 a démarré, j'ai retrouvé cette sensation un peu de fouillis, d'être un peu perdu, voilà, je l'ai retrouvé au début du tome 2, donc j'étais un petit peu inquiète au démarrage, et puis au bout d'un moment, j'ai fini par voir là où King allait nous emmener, c'est-à-dire trouver ces fameuses 3 cartes, et voilà, une fois que j'ai compris qu'on allait vers ça, ben voilà, je l'ai suivi avec beaucoup plus de facilité. Donc un tome qui est resté malgré tout assez introductif, beaucoup moins fouillis, en tout cas à mon goût, que le tome 1, je trouve beaucoup plus clair. Alors, c'est introductif, mais j'ai quand même l'impression d'avoir avancé dans quelque chose, alors que dans le tome 1, j'avais l'impression d'être complètement larguée au milieu de nulle part. Voilà. Là, j'ai pas du tout cette même sensation. Ça reste très intriguant pour la suite. Voilà, maintenant, King a mis en place un certain nombre de choses. J'ai envie de voir et de savoir où est-ce qu'il va m'emmener, puisque là, on ne parle pas du tout de la Tour sombre, dans ce tome 2. Il y a quelques longueurs, ça reste du King quand même. Il crée des liens avec ces 3 cartes. J'ai trouvé ça, c'était bien fait. Voilà, je me suis fait prendre par ça assez facilement, finalement. Et voilà, et c'était très cool. Toujours introductif, et moi j'ai envie de lire la suite. Ah si, il y a une obsession ici de King, toujours pour le caca et le vomi, c'est une obsession, je sais pas si c'est une obsession, ou alors j'ai vraiment pas de bol, et alors depuis que j'ai lu Dreamcatcher, à chaque fois que je prends un King, je fais une fixette dessus, mais là à nouveau on a quelques scènes de vomi et de caca qui sont pas toujours très ragoûtantes. Je comprends aussi pourquoi les gens disent si vous avez lu le tome 1, il faut lire le tome 2, parce qu'effectivement,
c'est peut-être plutôt le tome 2 qui va vous décider à poursuivre ou pas. Le tome 1, il est tellement étrange, tellement bizarre, que c'est vraiment plutôt avec, avec ce tome 2 finalement que vous prenez votre décision. Par exemple, Armance, elle continue, moi je vais continuer aussi, Céline aussi, et Dorian a abandonné, en tout cas pour le moment, il reprendra peut-être d'ici quelques mois, années, on ne sait pas. En tout cas pour le moment, il a laissé la série de côté. Mais moi ça l'a fait, voilà, ça l'a fait, et je suis curieuse de découvrir la suite, donc voilà, je poursuivrai. Je pense qu'il faut que je pense à me planifier le tome 3 et à l'acheter, parce que dans mon immense palle, j'ai le tome 4, mais je n'ai pas le tome 3. Ensuite, on va partir dans toute autre chose, un genre que vous n'avez pas vu sur ma chaîne depuis très longtemps. J'ai lu une duologie de romance. J'ai lu la duologie The Player de Kay Bromberg. C'est publié chez Hugo Roman, donc le tome 1 et le tome 2, The Catch. Alors ici, on va faire la rencontre de Easton Wilder. C'est un joueur de baseball qui a été blessé à l'épaule, si je me rappelle bien. Et sa saison a été interrompue, donc il ne peut plus jouer. On lui envoie une kiné qui s'appelle Scout Dalton. Elle est la fille d'un des kinés les plus renommés du pays. Et elle est chargée bien, de le requinquer pour qu'il soit prêt pour terminer la saison, en tout cas pour être disponible le plus vite possible. C'est une romance, donc je pense que je ne vais pas vous spoiler en vous disant qu'il y a une relation qui va s'installer entre nos deux personnages. Ce tome 1, je l'ai trouvé ultra classique. Voilà, on est dans les clichés, elle le voit, il la voit, il y a une attirance incroyable. Voilà, on est sur du cliché. Du cliché sans... Il n'y a pas d'originalité dans le tome 1 ni dans le tome 2 d'ailleurs. C'est pas pour ça que je les ai vus, c'était vraiment pour avoir quelque chose d'un peu distrayant. Pour moi, le gros point fort des deux tomes d'ailleurs, c'est la présence de l'univers du baseball, un univers que je connais peu, voire pas du tout, puisque c'est un univers qui n'est pas du tout présent en France, en tout cas pas dans les médias généralistes, comparativement au foot par exemple. Les deux personnages, ils sont pas hyper originaux non plus, donc elle, c'est une kiné, lui, c'est un joueur de baseball, donc lui, il est connu, il a de l'argent, etc. Elle a son petit caractère, machin, elle est pas non plus... c'est pas non plus le personnage féminin de romance soumis ou autre, non, pas du tout. Ça, elle a quand même un caractère plutôt bien trempé, elle a un objectif, donc elle ne veut pas le perdre de vue. Ils ont tous les deux des passés plus ou moins douloureux, donc là on est à nouveau dans le cliché de la romance. Par contre, pas des choses trop dures, des choses compliquées à gérer, des choses qui parfois peuvent mettre en péril les couples, mais pas des choses dramatiques. Vraiment, on n'est pas du tout dans ce genre de romance, quelque chose d'assez classique. Donc il y a un peu trop de scènes de sexe dans ce tome 1, j'en ai passé quelques-unes parce que puis un peu longue aussi, donc ça ne me branchait pas plus que ça. La fin, elle est hyper sympa, elle donne vraiment très envie de lire la suite, et elle est plutôt originale dans le sens où moi je pensais que c'était des tomes compagnons, et pas du tout, c'est vraiment une histoire complète sur ces deux tomes. C'est aussi pour ça que je l'ai lu assez vite, je voulais pas perdre en souvenir, et pour le coup la fin elle est assez intrigante et j'avais vraiment envie de savoir ce que l'auteur allait nous proposer. J'ai donc ensuite lu The Catch, qui m'a beaucoup plus plu que le tome 1. J'ai adoré ce tome-ci, alors déjà parce que l'univers de baseball il est encore plus présent suite aux événements qu'on a à la fin du tome 1. On a une autre thématique aussi qui va arriver et auquel je ne m'attendais pas, une thématique que je n'ai jamais vue je crois en romance. Alors pas quelque chose de dramatique à nouveau, mais quelque chose qui est important et qui peut handicaper ou gêner énormément d'individus. Alors peut-être encore plus présente parce que le système américain autour du suivi des sportifs permet de cacher ça. En France, c'est peut-être pas possible que ça soit caché autant que ici, mais en tout cas, c'était... moi, j'ai trouvé ça très cool de mettre ça en avant. J'ai trouvé que c'était bien traité, j'ai trouvé que c'était bien amené également et assez surprenant. Vraiment, je ne m'attendais pas à cette thématique-là. On a également donc une thématique autour de Scout, autour de ses problèmes personnels à elle, en lien avec son père, principalement. On a des révélations jusqu'à la fin, on a du suspense jusqu'au bout, par rapport que ça soit à la relation entre nos deux personnages ou à leur choix professionnel à tous les deux et les embûches qu'ils vont avoir tous les deux sur leur carrière, elle de kiné et lui de joueur de baseball. C'était super, vraiment, il n'y a pas trop de scènes de sexe, beaucoup moins que dans le tome 1. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce tome-ci, davantage que le tome 1 qui est pour moi un peu plus classique, mais c'est pas la romance du siècle, c'est pas
en termes d'originalité, en termes de différence, forcément beaucoup de ce que vous avez lu si vous lisez de la romance, mais c'était distrayant, c'était prenant, les problématiques évoquées, ils étaient intéressants, c'était pas cucu, c'était pas nunuche, c'était très cool, et moi j'ai beaucoup aimé, et je lirais vraiment... j'ai pas regardé si j'avais d'autres titres de cette autrice dans ma palle, mais si j'ai l'occasion, je prendrais beaucoup de plaisir à la découvrir dans d'autres romans, parce que, bien vous l'avez compris, ces 2 tomes ont été plutôt une très bonne surprise. Et j'ai terminé le mois de juin avec une excellente lecture. Je rejoins l'avis général pour Nevernight, le tome 1, N'oublie jamais, de Jay Kristoff, publié chez De Saxus. C'est un excellent titre. On n'est pas sur un coup de cœur, mais c'était très très chouette. J'ai donc lu ce tome-ci, cette pavasse, avec Laurent alias Lado Vintage, qui a aussi beaucoup aimé. Alors ici, on va rencontrer Mia, une demoiselle, une adolescente, elle doit avoir 16 ans au début de l'histoire, je crois. Elle a été... alors son père faisait partie, quand elle était petite, des dirigeants de l'univers dans lequel elle vit. Sauf que son père a été tué, ainsi que alors sa mère n'a pas été tuée, sa mère a été envoyée en prison avec son petit frère. Son père a été pendu, elle a assisté donc à la pendaison de son père, qui a été jugé pour avoir trahi le roi. Et elle réussit à s'échapper, puisqu'il était prévu également d'être assassinée. On va se débarrasser de toute la famille, tant qu'à faire. Et elle a pour un objectif de se venger. Clairement, son objectif, c'est de se venger des gens qui ont tué son père et qui ont donc exilé sa famille, qui ont détruit sa vie, clairement. Et pour cela, elle va décider d'intégrer l'Église Rouge. Et l'Église Rouge, c'est quoi? C'est un groupuscule d'assassins. Et donc voilà, elle va vouloir intégrer l'école d'assassins pour faire partie de cette élite et pouvoir atteindre son objectif final. C'est excellent. C'est vraiment excellent, c'est super addictif, c'est hyper bien mené, les personnages sont vraiment très attachants, il n'y en a aucun qui va vous laisser indifférent. C'est excellent, vraiment. Alors, le début est un petit peu lent. C'est vrai qu'avec Laurent, au début, on se demandait en se disant pourquoi cette saga est aussi populaire, pourquoi est-ce qu'elle marche autant, pourquoi est-ce que les gens ont adoré. Nous, genre, on avait lu 150 pages et on se dit oui, c'est bien. Mais bon, là, pour le moment, il n'y a rien qui nous transcende, il n'y a rien qui nous donne envie de bouffer le livre, clairement. On était un peu sur notre faim. En plus, il y avait ces fameuses notes de bas de page. Alors, si jamais vous ne le savez pas, ce qui m'étonnerait, Monsieur Jay Kristoff, donc ça, c'est le corps du roman. Et là, ici, c'est une note de bas de page. Et là, celle-là, encore, elle est petite. Hein, parce que parfois, vous avez des notes de bas de page qui font la moitié, comme ici. Voilà. Et alors, des fois, vous avez même des pages entières de notes de bas de page. Donc là, j'ai pas forcément trouvé, parce que de toute façon, vous savez ce que c'est, qu'à chaque fois qu'on cherche, qu'on ne trouve pas forcément. On a parfois des pages entières de notes de bas de page qui sont un peu, moi je trouve un peu perturbantes. Elles m'ont gênée dans ma lecture, en tout cas au début, et j'ai pris le parti au bout d'un moment de ne plus les lire. Et je les lisais vraiment quand elles étaient juste 1 ou 2 lignes, ou genre quand elles étaient aussi longues que celles que je viens de vous montrer, genre juste les 2 premières phrases et après je lisais plus, parce qu'en fait moi ça me sortait de la lecture à chaque fois. Donc il y a ces fameuses notes de bas de page, elles sont pas inintéressantes parce qu'elles construisent, elles étendent l'univers, elles expliquent un certain nombre de choses, mais moi par rapport à l'histoire de Mia que j'avais envie de suivre, elles me sortaient de la lecture à chaque fois. Donc j'ai arrêté de les lire, les notes de bas de page, ça allait déjà ensuite beaucoup mieux, je trouvais que ça me cassait dans mon rythme à chaque fois. Donc un démarrage un petit peu lent, voilà, avec en plus donc ces fameuses notes de bas de page qui me ralentissaient encore plus. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où elle intègre cette école, le rythme s'accélère. On est vraiment dans une école, l'univers il est vraiment super. Hein. Donc on a les matières, les professeurs qui enseignent des matières liées aux assassinats. C'est assez amusant, une école d'assassins. Alors c'est pas inédit, hein, mais la manière dont c'est fait, c'est cool. Les personnages sont aussi intéressants. On a plein de gens sympas et de gens moins sympas qui vont tourner autour de Mia, qui vont l'aider ou pas d'ailleurs. Hein. Il y a une relation qui va se créer avec un jeune garçon, une relation que j'ai trouvée assez juste en fait, assez réaliste. Mia, en tout cas dans ce tome-ci, c'est pas le personnage qui, parce qu'elle va rencontrer un garçon qui lui plaît, elle va tout d'un coup tout plaquer et se lancer dans une histoire d'amour impossible. Non, pas du tout. Ça va pas se passer comme ça. Elle a un objectif, son objectif il est prioritaire à tout, et en ça, elle ne va pas changer d'avis. Donc ça, moi, j'ai trouvé ça assez juste, en tout cas par rapport à son personnage, assez réaliste et assez crédible.
Il y a, attention, il y a quelques scènes un petit peu gore et quelques scènes de sexe aussi, donc voilà, il faut le savoir, c'est du young adulte, quasi adulte, mais il y a également quand même des scènes de sexe. J'espère, là c'est passé, mais j'espère que Jake Christophe ne va pas nous faire, vous savez, ce fameux personnage féminin Wonder Woman qui m'agace toujours un petit peu, où elle peut tout faire, elle est incroyable, elle résiste à tout, elle est formidable. Elle est formidable, le personnage est très bien construit, il y a également beaucoup d'autres personnages qui sont tout aussi bien construits, hein, c'était vraiment très cool. La fin annonce une suite très chouette, hein, avec Laurent on a prévu de se lire le tome 2 en août, voilà, histoire de ne pas perdre les souvenirs, vous savez, rappelez-vous, Dory, tout ça. Ouais, le tome 2, je crois qu'il est aussi gros, hein, donc voilà, mais ça se lit super bien, n'ayez pas peur de la pavasse, hein, ça se lit vraiment très très bien. Donc non, je n'ai pas le hardback parce que je préfère beaucoup cette couverture-ci, je sais. Hérésie pour certains, mais moi je préfère cette couverture-ci. On est dans un univers entre la dark fantasy et la romantique. Voilà, c'est la construction de la société m'a un peu fait penser à la romantique, tout simplement, hein, et ne serait-ce que les noms également de certains personnages qui font quand même vraiment penser à l'Égypte, pas du tout à l'Italie de l'époque de la romantique. Hein, je ne sais pas trop quelle période c'est, mais ça m'a vraiment fait penser à ça. Vous savez, l'époque de César, etc. Dark Fantasy parce qu'il y a quand même des scènes un petit peu dures, hein. L'auteur épargne pas ses personnages, que ce soit Mia ou les autres d'ailleurs. Il y a des retournements de situation qui sont vraiment très cool aussi dans ce tome-ci. Il y a un petit truc que j'avais vu venir, mais bon, vraiment, ça n'a pas du tout gâché ma lecture. Pas du tout. Juste, bon, voilà, vous n'avez pas l'effet de surprise, mais sinon, ça n'a pas du tout gâché ma lecture. Voilà, vous voyez, pour moi, je considère que c'est quasiment ma meilleure lecture du mois de juin. Donc, vraiment, vraiment, ça n'a rien gâché du tout. Voilà, il a mis en place tout son univers. Moi, j'ai hâte de lire la suite. Voilà, vraiment. Et voilà, et donc, en août, c'est prévu, le tome 2 avec Laurent. Et j'ai hâte de découvrir la suite des aventures de Mia. Et je rejoins donc l'avis général, Nevernight, en tout cas le tome 1, c'est excellent, foncez. Alors là, pour le coup, autant tout à l'heure le Lycanus, je ne le recommande pas à tout le monde, autant le Nevernight, alors pas aux plus jeunes, hein, parce que voilà, il y a des scènes de sexe et un peu violentes, pas les plus jeunes, pas les plus sensibles, toujours. Par contre, voilà, si vous voulez démarrer en fantasy, n'ayez pas peur de la briquette, hein, ça se lit vraiment, ça se lit super bien, et comme d'hab, on a des cartes, voilà. Vous savez à quel point j'aime les cartes en fantasy. Voilà, j'ai terminé ce point lecture, voilà, de l'ensemble des titres lus dans le courant du mois de juin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains des titres dont je viens de parler, si vous êtes du même avis que moi ou pas du tout, je serais ravie d'échanger avec vous. Prochainement, bientôt, il y aura les avis écrits de ces lectures seront postés sur Instagram. J'espère dans un délai pas trop long, si je suis motivée, je l'espère en tout cas. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une très agréable journée, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!